good picture of Steve. Roger roll, Discovery. Au sommaire cette semaine, la disponibilité de macOS Sierra. Retour donc sur les principales avancées de la dernière mouture du système des Mac. Et pour ce faire, nous l'avons comparé à son alter ego côté PC, Windows 10, dont la dernière version Anniversary Update est arrivée cet été. Qui d'Apple ou de Microsoft est aujourd'hui le plus innovant? Débat. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver à 42, l'école qui forme les futurs talents de l'informatique. Vous le retrouvez chaque semaine, je vous rappelle, désormais sur YouTube, sur Dailymotion, sur iTunes en version HD et en version audio. N'hésitez pas à vous abonner. Vous le retrouvez également sur nos applications mobiles iOS, mais également sur Apple TV chaque semaine. Donc n'hésitez pas à télécharger nos applications avec comme chroniqueur cette semaine pour commenter l'actu d'Apple et commenter l'arrivée de macOS Sierra et comparer tout ça à Windows 10. Fanny Bouton, la touche charme de cette émission de fannysparty.com. Bonjour Fanny. Bonjour Olivier. Ça va bien? Et toi? Oui, on te retrouve également chaque semaine dans un nouveau podcast, une nouvelle émission de radio. Oui, ça s'appelle Quoi de neuf chez les geeks et c'est sur Radio Innovation du village Crédit Agricole. Bon, le village du Crédit Agricole. Et suivez sur Facebook, on met un lien toutes les semaines. Voilà. Et ce soir, Fanny, comme d'habitude, c'est notre vigie des réseaux sociaux. C'est elle qui va collecter vos questions que vous posez via le Twitter On refait le Mac et l'hashtag ORLM. Pas mal de questions ce soir pour... Pas beaucoup de questions, mais alors plein de débats. On a les pro Windows, les pro Mac. Ça va pas mal troller ce soir. Voilà, très bien. Troll. À mes côtés, un passionné de tech, Gonzague d'Ambricourt de Bouche Cousue. Bonjour Gonzague, ça va bien? Salut Olivier, ça Ouais. va? Alors c'est toi qui vas nous faire une petite démo ce soir de macOS Ouais, Sierra. notamment de Siri, puisque c'est un peu ça la grosse nouveauté. Voilà, et puis pour essayer de représenter le côté obscur de la forme, Monsieur Microsoft dans On fait le Mac, le rédacteur en chef de notre partenaire média, Julien Gay en duplex de Lyon. Bonjour Julien. Bonjour Olivier, tu vas bien? Oui, alors tu as sorti plein d'arguments en faveur de Microsoft, hein. Ah ouais, je vais t'en trouver plein, de toute façon, je veux dire, vu qu'il ne se passe rien avec Sierra, puisque je l'ai installé hier et que je n'ai pas vu le changement, hormis la petite icône Siri, Ouais. je pense que ça va être assez facile. Alors, tant qu'il est stable, c'est déjà une bonne nouvelle en soi, hein, parce qu'il y a eu des moutures de macOS qui n'étaient pas toujours aussi stables. Oui, ça a un peu évolué quand même. Bon. Et dernier chroniqueur ce soir, un historique de On fait le Mac, c'est bien sûr de Rodrigo Sepúlveda-Schultz, du fonds d'investissement Expon Capital. Bonjour Rodrigo. Bonjour Olivier, et juste un mot pour notre jeune Gonzague, on dit oui, pas ouais. Oui. Ouais, monsieur. Tu es où Rodrigo? London, UK, plus ou moins l'Europe. Voilà, donc oui, pour le moment, tu n'as pas encore fait le Brexit, on refait le Mac, on est très content. Et apparemment, il faut que tu t'éloignes de Paris pour avoir une bonne connexion. Donc reste à Londres, ça nous va très bien. Avant de rentrer dans le vif du sujet et vous parler évidemment de macOS Sierra et vous présenter les nouveautés de Windows 10, une petite page couleur avec des cadeaux que vous offre cette semaine notre partenaire crucial. On a la chance d'avoir un sponsor qui vous offre un disque SSD MX300 d'une capacité de 750 Go. Mais il est également disponible en 5 capacités, donc 4 autres capacités plus celle-là, ça fait 5 au total. D'une valeur donc de 180 € dans la version 750 Go. Il permettra de remplacer votre vieux disque dur de votre MacBook Pro, de votre Mac Mini, voire de votre iMac. Hein. C'est vraiment Même de compose. votre PC, Ouais, même de votre PC, si vous avez un PC. Si jamais vous... Oui, il n'y a pas de souci. L'avantage, bien sûr, c'est vraiment l'organe principal à changer pour doper les performances de son Mac ou de son PC. C'est assez étonnant. Et en plus, si vous avez la chance, on mettra l'émission un peu plus tôt, elle sera en ligne normalement le jeudi soir. Nos amis de chez Crucial vous permettent de faire des économies à l'occasion de son 20e anniversaire. C'est les 20 ans de Crucial. Crucial vous offre moins 20% sur une sélection de RAM si vous avez un PC ou un Mac et également moins 20 € sur le SSD MX300 1 Tera ou la version 2 Tera. Et pour en profiter, il suffit d'aller sur le site crucial.fr et pour gagner l'émission, pour gagner le SSD qu'on met en jeu ce soir, il faut simplement répondre à la question qui vous sera posée en fin d'émission. Soyez attentifs, on va vous glisser la réponse. Attention, la promo, elle est valable que jusqu'au 22 septembre, donc il faut faire vite pour en profiter. Voilà, après la page couleur, on passe aux chiffres de la semaine. Le chiffre cette semaine, il s'agit de 1000 comme 1000 jours. C'est le nombre record de jours qui se sont écoulés depuis la dernière mise à jour majeure d'un Mac Pro, le fameux ordinateur professionnel d'Apple. Près de 3 ans depuis sa date anniversaire de lancement. Et encore, on n'a pas compté la date de présentation, sinon ça ferait plus de 3 ans et demi qu'Apple n'a pas mis à jour son fameux cylindre en aluminium. On a essayé de savoir ce que ça vous inspirait et ça nous a d'ailleurs inspiré un sondage. 1000 jours sans nouveau Mac Pro, comment expliquer le retard d'Apple ?
Vous êtes 35% à répondre. Ils misent tout sur l'iPhone aujourd'hui, Apple, effectivement, 35%. En deuxième position, 28%. Selon vous, la puissance actuelle suffit, donc il n'y a pas besoin de mettre une mise à jour régulière. On demande à voir. Et enfin, troisième position, 24%. Apple abandonne les pros. Et dernière proposition, la puce va migrer vers ARM. Les Macs seraient équipés de puces ARM à terme. Vous êtes 13% à le penser. Madame, messieurs, votre avis, est-ce que vous n'avez pas peur que finalement l'attitude d'Apple n'encourage pas les utilisateurs de Mac historiques, notamment les graphistes, les vidéastes ou les passionnés du son, à migrer vers le PC, Gonzague? Alors chez les professionnels, je vois encore pas mal de gens qui investissent dans le Mac Pro, même s'il est sorti en décembre 2013, ce qui commence à faire vraiment longtemps. Il a été présenté en juin 2013 voilà. et sorti en décembre. 1007 jours à date de ce tournage. Il y a pas mal de gens qui se font des Hackintosh pour éviter d'investir justement dans le Mac Pro, qui est déjà assez cher et dépassé. Ouais, le Hackintosh, Julien, tu sens aussi ce phénomène de ton côté, hein, c'est en fait une grosse configuration de PC, hein, fabriquée à la main, hein, comme dans le bon vieux temps avec les cloneurs, et dessus on installe macOS 10, hein, c'est bien ça, Julien? Oui, c'est exactement ça, mais pour moi, le Hackintosh, c'est plus une façon ou une réponse d'avoir un Mac à sa convenance, plus qu'un palliatif ou un ersatz au Mac Pro. Le Mac Pro, c'est quand même une config Xeon, c'est une config avec plusieurs cartes graphiques. C'est pas forcément ce que tu vas faire en Hackintosh. Le gros d'allemand sur le Hackintosh, ça va être finalement un équivalent de Mac conventionnel, tout simplement. Mais aujourd'hui, si tu veux vraiment une configuration de PC la plus puissante du marché, si tu fais un Hackintosh, tu as un PC plus rapide qu'un Mac Pro, hein, parce qu'Apple n'a pas mis à jour ne fût-ce que les cartes graphiques depuis maintenant 3 ans. Hein. Mais aujourd'hui, ça serait erroné également de croire que ARM sera la réponse sur l'offre pro d'Apple. ARM, c'est très bien pour du MacBook ou du MacBook Air, et ça fera du sens et on y viendra. Avant que le Mac Pro ou son équivalent passe en ARM, il va s'écouler un peu de temps. Fanny? Moi, c'est plus sur tout ce qui est ultra portable où je trouve ça intéressant. C'est qu'avant, on avait que le MacBook Air et toutes les marques de PC étaient complètement à la ramasse. Et maintenant, on voit des marques comme Acer ou même HP arriver avec des très très beaux produits, avec des prix qui sont de plus en plus abordables et qui sont plus puissants du coup que le MacBook Air, avec un poids qui est quasiment équivalent. Donc moi, c'est plus sur tous ces outils bureautiques où en effet... je pense que des gens vont commencer à migrer. Pour conclure, Rodrigo, toi qui as longtemps utilisé un Mac Pro, c'est une configuration qui vieillit plutôt bien, il faut bien l'avouer. Hein. Ah oui, je l'ai gardé 8 ou 9 ans. Et en fait, ça tournait plus sur les dernières versions de macOS, et donc j'ai dû changer. Mais sinon, en termes de puissance, j'avais un Mac que j'avais acheté en janvier 2007, le premier Mac Pro 1.1, qui est daté de septembre 2006. Ouais, ça a mieux vieilli que le premier iPhone qui est sorti la même année. J'avais mis 4 disques durs en RAID, donc il était très très bien, j'avais booster en mémoire. Ouais, attention, parce que j'ai quand même le souvenir que les premiers Mac Pro en Intel avaient des cartes graphiques, je dis pas de bêtises, J'avais changé aussi. Supportés par les outils de montage du Mac de type Final Cut et compagnie, ce qui était un petit peu embêtant. Ouais, mais tu pouvais le faire évoluer parce que c'était une tour, c'est un peu plus compliqué effectivement sur le J'avais mis des cartes d'extension SATA et non, il était très très bien. D'ailleurs, je l'ai toujours. Il est débranché chez moi. Allez, on va revenir au sujet principal de cette émission. On va parler tout de suite de macOS Sierra et de Windows 10. L'actualité cette semaine du côté d'Apple, c'est l'arrivée bien sûr de macOS Sierra, la dernière monture du système d'exploitation du Mac qui répond à une autre mise à jour, celle de Windows 10. Anniversary Update qui est arrivé cet été, Julien. Oui, Microsoft est entré dans un cycle de renouvellement annuel de ces versions de Windows, puisqu'avec Windows 10, Microsoft a décrété entre guillemets que le système d'exploitation était devenu un service. Et en tant que tel, il le fait évoluer assez régulièrement, ce qui n'est pas sans poser certains problèmes, puisqu'on a pu avoir des mises à jour que les utilisateurs n'ont pas pu choisir de ne pas installer, qui ont déjà été poussées. Et en tout cas, la mise à jour d'envergure cette année, c'était l'anniversary update, qui est un nom couché d'or pour nous autres Français, qui correspond au nom de code Redstone, l'actualité de Microsoft. Donc en clair, Microsoft a choisi donc un système de mise à jour annuel un peu à la méthode d'Apple. Elle a repris aussi le modèle économique d'Apple, ce qui était plus surprenant, on en parlait l'année dernière avec l'arrivée de Windows 10, c'est la gratuité de cette mise à jour. Est-ce qu'elle est vraiment gratuite? L'année dernière, c'était un petit peu flou, on en sait un peu plus cette année.
Ouais, quand on parle de modèle économique sur Windows 10, c'est un peu compliqué dans la mesure où on est tenté de faire un parallèle avec Apple, mais effectivement, depuis plusieurs années, chaque version de macOS est gratuite, ça c'est sûr, et donc Microsoft a tendance à aller vers ce modèle, puisque l'anniversary update est gratuite pour les possesseurs de machines Windows 10. En revanche, Microsoft a tous les revenus OEM, c'est-à-dire tous les fabricants de PC, Acer, HP, Lenovo, etc., qui livrent Windows 10 sur leur machine, tous ces revenus-là sont toujours générés. Donc, tout va bien. Les utilisateurs, le seul revenu qu'ils sacrifient, c'est ou qu'ils ont sacrifié, puisque pendant une année, la mise à jour de Windows 7/8 vers Windows 10 a été totalement gratuite pour l'utilisateur, c'est le revenu des ventes de version boîte, quelque chose qui n'existe plus, parce que quand vous rentrez dans n'importe quel Fnac, boulanger, etc., vous n'avez plus de rayon logiciel avec des boîtes Microsoft, et celles que vous trouvez, c'est celle d'Office 365. Donc le changement de modèle économique est quand même à nuancer. Ce qui est vrai, c'est que pour les utilisateurs de Windows 7 et Windows 8, la mise à jour vers Windows 10 était gratuite jusqu'à la mi-juillet. Ouais. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, même s'il y a encore moyen de contourner la chose, puisque les clés de licence Windows 7 et Windows 8 sont toujours acceptées pour activer un Windows 10, une installation fraîche de Windows 10. Très bien. Les premiers points de ce face-à-face ce soir, on va parler des assistants vocaux. C'est la principale nouveauté, entre autres, de macOS Sierra, il s'agit bien sûr de Siri. Face à Cortana. On l'a dit, Siri débarque enfin sur Mac, presque 5 ans depuis l'arrivée sur 4 ans depuis l'arrivée, non 5 ans depuis son arrivée sur iOS et sur iPhone. Concrètement, Gonzague, comment ça marche sur le Mac? Comment a pris la greffe? Est-ce que c'est plutôt réussi? Alors, d'ailleurs, c'est la grosse nouveauté visible dans macOS Sierra, c'est Siri, puisque le reste, il n'y a pas beaucoup de changements. Ça se présente de 3 façons. Une icône dans le dock, une icône dans la barre de tâches en haut et un raccourci clavier qui est Alt espace pendant quelques secondes qui va venir afficher Siri. Donc il n'y a pas de mode dit Siri, d'ailleurs ça va déclencher ma montre si je dis ça, voilà, ça l'a fait. On a compris pourquoi, sans dit Siri, il y a tout qui se déclencherait autour des appareils. Il n'y a pas de mode dit Siri, mais ils auraient pu le faire en utilisant le Bluetooth et en détectant que les appareils sont à proximité de toi. On aurait pu choisir quel appareil active Siri, par exemple sachant que ton ordinateur est à côté de ton iPhone. Ce n'est pas le cas. Bon, tu peux faire une petite démo là pour voir comment ça marche? Ah oui, alors qu'est-ce qu'on peut faire dire à Siri? Parce qu'il y a énormément de choses qui sont possibles désormais, mais il y a aussi des choses qui manquent. Fais-nous quelque chose d'utile dans la vraie vie. Qu'est-ce qui peut te servir dans la vraie vie? Parce que moi, déjà, quelle heure est-il? C'est indispensable. Mais quelle heure est-il? C'est affiché en haut de ton écran. Bah alors, traduis quelque chose en... Non, on peut lui faire lire de la musique. Allons-y. Siri, lis Elton John. Alors là, va-t-il comprendre? Ça marche. Donc il peut lire la musique, qu'est-ce qu'il peut faire d'autre? Alors, en fait, il y a tellement de possibilités que maintenant c'est affiché dans l'interface de Siri, comme sur l'iPhone. Ouais. On peut avoir les résultats sportifs, savoir quelles sont les pizzerias dans les environs, trouver des fichiers sur son ordinateur, trouver des photos selon des critères par exemple de localisation géographique, trouver des films. Est-ce que tu peux chercher un fichier par exemple sur ton Finder? Est-ce que tu peux... Oui. Ouais. Tu peux augmenter la luminosité de ton écran, changer le volume de ton système. D'ailleurs, c'est un peu ce qu'on fait avec les AirPods sur l'iPhone. Pour changer le volume, il faut parler à son téléphone. C'est un petit peu compliqué. Afficher des dossiers, lancer des FaceTime, écrire des messages, programmer des rendez-vous. Donc ça, ce sont des choses qu'on pouvait déjà faire dans l'iPhone et qu'on peut désormais faire dans son ordinateur. Tweeter, poster sur Facebook. Qu'est-ce que j'oublie? La liste sous les yeux, écouter de la musique, déclencher des rappels, envoyer des emails, trouver la météo. Voilà, la liste est longue. Le cours boursier des actions qui vous intéressent, l'horloge, les contacts, localiser des amis, les notes. Pareil, Julien, t'inquiète pas. Faire des questions-réponses, par exemple convertir un mètre en pied. Acheter un album sur iTunes, c'est malin. Mais alors ça, qui achète encore des albums sur iTunes maintenant qu'il y a Apple Music? Les podcasts et les livres, voilà. Ouais, donc aujourd'hui, c'est essentiellement les applications d'Apple ou le système d'exploitation d'Apple qui en tire parti. Oui. La nouveauté en mois de juin avec la WWDC, c'était l'ouverture de Siri aux développeurs, ce qui voudrait dire que si ça fonctionne aussi sur macOS, les applications tierces pourront tirer parti de Siri. Oui, il faudra trouver quelles applications ont un intérêt à utiliser Siri, mais c'est tout à fait possible, comme on peut bientôt réserver un Uber par la voix. Je suppose que sur son Mac, on pourra aussi faire quelques petits trucs. Il faudra une appli Uber pour ça. Upload un fichier sur mon FTP. Bon.
Mais on va le faire avec la souris. Apparemment, on ne peut pas créer de fichiers ni de dossiers. On ne peut pas vider la corbeille, donc il y a encore quelques petites limitations. Est-ce que ça t'a convaincu, Julien, notamment par rapport à ce que tu as vu sur Windows 10 ? L'année dernière, je me souviens que tu me disais que Cortana acceptait un langage naturel. Est-ce que Apple a rattrapé son retard alors qu'il était en retard et très innovant sur iPhone et en retard sur Mac ? Est-ce que selon toi, Apple a rattrapé son retard sur Microsoft et Cortana ? Est-ce que tu l'as vraiment utilisé durant cette année, Cortana, sur Windows 10 ? Non, bien sûr que non. Au contraire, je n'utilise pas Cortana. Et pas plus que j'utiliserai Siri sur mon Mac. Siri sur mon iPhone, c'est déjà une utilisation sporadique. De là à parler à mon ordinateur au quotidien pour faire des trucs qui seront mal faits, mal compris et qui ne seront pas ce que je veux, je ne vois pas l'intérêt. Donc, est-ce qu'Apple a rattrapé son retard ? Alors, oui, si on considère qu'effectivement, maintenant tu as la reconnaissance vocale native dans l'OS alors qu'avant on ne l'avait pas. En termes de fonctionnalité, ça a l'air relativement proche de ce qui se fait avec Cortana. Cortana est de plus en plus intégré à de plus en plus de logiciels et de services Microsoft. Donc là, ça s'est élargi. Sur ce point, Microsoft a encore de l'avance. Ça s'est élargi. Maintenant, Cortana, ce qui est le cas précédemment, permet de rechercher dans tes fichiers, tes dossiers, etc. Donc, effectivement, Cortana se complète au fur et à mesure. Maintenant, est-ce que Cortana est la bonne question, c'est est-ce que c'est vraiment un assistant vocal ou est-ce que c'est en train de devenir une espèce d'intelligence artificielle qui peut répondre à certaines de tes requêtes que tu tapes au clavier? Pour moi, on est plutôt en train de migrer de ce côté-là et finalement Cortana a peut-être plus une utilité quand tu vas taper ta requête dans la barre de recherche plutôt que quand tu lui parles. Parce qu'effectivement, lui parler, moi personnellement, je ne le fais jamais. D'ailleurs, c'est le même positionnement de Siri dans l'iPhone, puisque maintenant, quand on a des applications recommandées suite à l'utilisation, c'est marqué « Application recommandée par Siri ». Donc, ça n'a aucun rapport avec l'assistant vocal. Oui, c'est vraiment l'assistant de l'iPhone, de l'appareil. Fanny. Moi, finalement, je trouve que la reconnaissance vocale, là où ça marche le mieux, c'est sur les Android et sous Google, le OK Google et toutes les recherches et toutes les requêtes qu'on fait. Et moi, je le vois entre autres, alors c'est peut-être générationnel aussi, je le fais moins, mais par contre, je trouve que mes deux ados, ils l'utilisent constamment pour toutes leurs recherches. Ils prennent le téléphone, ils font OK Google, ils posent des questions où ils lancent une vidéo YouTube, ils font tout à travers le OK Google. Google, quand est-ce qu'on arrive ? Google, quand est-ce qu'on arrive ? Un truc qui est sympa, si ça marche, dis-moi si ça marche. Apparemment, le Cortana, lui, fonctionne sur l'écran de verrouillage, donc tu pourrais déverrouiller ton PC, sous Windows 10 avec l'assistant vocal. C'est possible, ça ? Sous Windows, tout ce qui était déverrouillage de l'ordinateur passait par les fonctionnalités Windows Hello, puisque Microsoft a unifié un petit peu tout ça. Il y avait des API qui étaient en place depuis Windows 7. Techniquement, c'est pas forcément nouveau. Ce qui est vraiment nouveau, c'est que c'est unifié et c'est standardisé. Donc les capteurs d'empreintes digitales compatibles, les caméras, donc il faut quand même que ce soit une caméra de type Intel Nielsen ou technologie similaire, permettent de déverrouiller son PC juste en présentant son visage finalement à l'ordinateur ou en appuyant son doigt sur le capteur digital. Ouais, on est très loin de ce scénario-là, malheureusement, du côté de macOS Sierra, mais il y a une nouveauté dans cette nouvelle version, la possibilité de déverrouiller son Mac avec l'Apple Watch. C'est tout de suite. Fonction star de macOS Sierra ou fonction gadget, on va le voir ensemble, la possibilité de déverrouiller son Mac avec son Apple Watch. Il y avait déjà cette fonction qu'on avait présentée dans cette émission l'année dernière avec une app Nearlock qui permettait, quand on approchait son téléphone, parce que c'est lié au téléphone, mais sa watch du Mac pour le déverrouiller. On a eu quelques difficultés quand même pour la mettre en place. Oui, cette fonction. alors c'est aussi possible avec l'application tierce qui s'appelle Knock. Les différentes étapes pour avoir le déverrouillage de son Mac par la montre sont quand même assez complexes. Il faut activer l'authentification double facteur sur son compte iCloud, ensuite que le mot de passe de son ordinateur soit son mot de passe iCloud, ensuite activer dans les options de sécurité le déverrouillage par la montre. Bref, c'est assez complexe. Et que ton Mac soit relativement récent, un Mac de 2013. Ah oui, alors il faut un Mac qui soit de plus de 2013, en tout cas 2013 et plus. Moi, le mien est de 2012 donc et je suis donc coincé. Voilà. Moi, j'ai essayé de faire la démo cet après-midi sur mon iMac à la rédaction d'iCreate. Donc c'est un Mac de 2015, donc il n'y a pas de problème. Et il a refusé. Pourquoi ? Parce que j'ai activé l'authentification à 2 facteurs. Ouais. Et vous devez recevoir, parce que je ne l'avais pas activé auparavant,
Et normalement, vous devez recevoir un code par SMS sur votre téléphone et je l'attends toujours. Donc, je ne peux pas l'activer. Donc, on est un peu frustré de ne pas pouvoir vraiment l'utiliser. En tout cas, la mise en œuvre est assez lourde comparé à un Earlock, par exemple, qui était un vrai bonheur à utiliser sur son Mac et son Apple Watch. Ça t'inspire quoi, Rodrigo, ces fonctions? Est-ce que pour toi, c'est du gadget ou c'est plutôt... ça va dans le sens de l'histoire? Je crois qu'on cherche toujours une utilité à l'Apple Watch. Donc en voici une. Ça y est, on l'a trouvé. En mettant un gros truc qu'il faut recharger tous les jours, tu peux débloquer ton Mac au lieu de taper ton mot de passe. Ouais, et surtout que la mise en œuvre est vraiment compliquée. Il n'y a pas vraiment de... Est-ce qu'on ne sait pas encore, du coup, comme on n'a pas pu vérifier, est-ce qu'il faut avoir l'iPhone avec soi? Est-ce que c'est une fonction indépendante? Je pense que ça utilise le Bluetooth de la montre et de l'ordinateur. Et il y avait une autre étape que j'ai oublié de mentionner, c'est qu'avec les différentes mises à jour de macOS, parfois l'option qui permet d'activer le code iTunes pour sa session d'ordinateur a disparu. Donc il faut aller taper une commande dans le système, c'est quand même assez galère. Ouais. Julien, ça t'inspire quoi, donc ce genre de fonction-là? C'est plutôt sympa, mais... Personnellement, je trouve ça plutôt cool. Par contre, effectivement, j'ai essayé d'activer sur mon Mac et de galérer à activer l'authentification double facteur qui, comme toi, m'a dit que je vais recevoir un SMS. Mais en fait, le code n'est pas arrivé par SMS, il s'est popé sur un des iDevice qui devait être défini comme le iDevice Master, je suppose. Un iPad que tu n'avais pas à côté de toi. Tout ça pour me percevoir que mon Mac datait avant 2013, qui n'était pas supporté, donc de guerre lasse, j'ai abandonné. Simplement, juste une note, Microsoft prévoyait la même fonctionnalité de déverrouillage sur son Microsoft Band, vous savez, son magnifique bracelet connecté. Une sorte de capteur d'activité, c'est ça? On va mourir de sa belle mort, puisqu'a priori Microsoft ne prévoit même pas de version. Voilà. Il va rejoindre le Zune, c'est ça? Il va rejoindre le Zune, sauf que le Zune, j'en ai quelques-uns dans mes tiroirs, le Band, j'en ai même pas un seul. Oui, parce que c'est jamais vu en France. Plutôt que de faire des magasins, il devrait faire des cimetières. Tu veux un Zune, c'est ça? Non, surtout. Il y a un point qui est assez compliqué et qu'on oublie parce que c'est vraiment très flou dans la politique de nommage Apple, c'est qu'il faut bien activer l'authentification à double facteur et pas l'authentification double étape. Oui, ce qui n'est pas la même chose. Et c'est pas très clair. Ouais. Et puis au-delà, il faut expliquer pourquoi il faut un Mac de 2013 pour utiliser cette fonction. Alors, il faut un Mac de 2013 parce que les Macs de 2013 utilisent une carte Wi-Fi d'une génération différente. C'est pas le Bluetooth L2, voilà, il y a aussi le Bluetooth 4. Ouais. Mais des utilisateurs et certains sites web se sont amusés à changer la carte Wi-Fi de leur Mac et à partir de là, l'option était disponible. Allez, après... Les Macs avant 2013 qui ont bien du Bluetooth 4.0. Oui, pas tous. Dont le mien. Ouais, mais ça suffit pas. Mais je suis sûr qu'il va y avoir des patchs qui vont arriver sur Internet qui vont permettre de le faire, comme il y a eu pour continuité dans les versions précédentes de macOS, pour permettre effectivement de l'avoir sur des Macs plus anciens. Je suis sûr que ça va arriver, on vous tiendra au courant. Après les deux fonctions un peu gadget, un peu star de macOS Sierra, place aux interfaces. On va comparer les interfaces de macOS et de Windows 10. Le chapitre de l'interface et du design, peu de changements également, Julien, du côté de macOS Sierra et de Windows 10. Ça reste très difficile de reconnaître l'un de l'autre. Il faudrait presque... Voilà, c'est le fond d'écran qui fait la différence, quoi, en gros. C'est le jeu des 7 et des erreurs où est Charlie. L'interface, en tout cas sur Windows 10, Anniversary Update a très peu évolué. Il y a quelques petits changements du côté du menu démarrer qui maintenant une présentation en colonne. Pas évident de le distinguer, pas évident de dire vraiment qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui est moins bien. Ce qui est un peu pénible d'ailleurs dans le menu démarrer, c'est que les boutons de commande de type redémarrer, etc. ont été réduits, donc du coup ça peut être perturbant. Pas de gros changements, si ce n'est l'arrivée d'un mode sombre, je ne sais pas si tu avais prévu d'en parler. Oui. Effectivement, dans l'interface, tu as la possibilité d'avoir un mode qui a un nom bizarre d'ailleurs, qui n'a pas le nom de son effet. C'est pas Night quelque chose. C'est un problème et qui ne s'applique pas à toutes les applications lambda. Du coup, son utilité est quand même très réduite. On a quand même le sentiment, Julien, que Microsoft s'est quand même calmé ces dernières années, depuis le départ de Steve Ballmer, que les révolutions d'interface qu'on a connues, qui ont été plutôt mal vécues dans l'environnement Windows, c'est du passé, que finalement, alors qu'on critiquait Apple pour son manque d'audace, on reste sur des mises à jour par petites avancées, et on est beaucoup plus prudent parce qu'on est conscient qu'il y a une base installée à gérer, et c'est vachement important. Je
pense que Microsoft, après effectivement Windows 8, a été en mode damage control, donc en plusieurs releases, 8.1, 8.1 update, 10, etc. Ils sont revenus sur un certain nombre de critiques, ils n'ont pas forcément fait une tabula rasa de tout, mais ils sont revenus sur certaines critiques qui étaient formulées à l'encontre des changements un petit peu trop radicaux de Windows 8. Après, ce qu'il faut voir, c'est qu'on passe aussi d'un cycle de développement de Windows où la nouvelle version majeure de Windows sortait tous les 3 ans, à un cycle où effectivement une nouvelle version de Windows sort tous les ans, voire le projet initial pour 2016 c'était d'avoir 2 versions de Windows 10. Il n'y en a qu'une, la prochaine Redstone 2 a été reportée à 2017, mais en 2017 on nous dit bien qu'il y aura 2 mises à jour. Tout ça pour dire que dans un tel laps de temps, une seule année, c'est quand même plus difficile d'avoir des bouleversements majeurs, et on voit bien d'ailleurs avec les releases de macOS qui sont toutes moins excitantes les unes que les autres, et je serais bien incapable de vous citer une fonctionnalité innovante ou marquante de El Capitan, par exemple. Mais est-ce qu'on n'est pas arrivé à maturité des OS? Parce qu'on a vu des gros changements pendant des années, quoi. On se souvient du passage de Windows 3.1 à 95, de 95 XP, etc. Parce qu'il y avait suffisait de copier Apple à l'époque, c'était facile pour Microsoft. Non, c'est pas que ça. Et puis, c'était ça. Ouais, mais c'est surtout que là, les 2 OS, tu vois bien que on est arrivé à des choses qui fonctionnent au final. Et donc, est-ce qu'on a besoin de retrouver ou de réinventer la roue? Il y aurait une maturité. Oui, moi je pense que c'est un peu comme sur les smartphones. On est arrivé à un peu un truc. Regarde, en 2002, on avait nos PDA avec à côté nos smartphones, et on avait le GPS et l'appareil photo et tout. Maintenant, on a tout. Et là, c'est pareil dans les ordi. On n'a plus les webcams, tout est intégré, tout ce dont on a besoin est intégré. Et est-ce qu'on a besoin finalement de plus? C'est des petits détails pour arranger tout le monde, et des petites guerres politiques aussi, mais ça fonctionne bien. Est-ce que tu as besoin de beaucoup plus et de beaucoup de changements? Sur ce que dit Fanny, cette maturité, je suis d'accord. Globalement, ces OS sont matures, et cette maturité fait qu'on les perçoit comme des commodités. Et ça explique finalement qu'aujourd'hui, on parlait de Windows, c'est encore une base installée de Windows 7 qui est très importante, parce qu'il n'y a pas d'urgence finalement à passer. Je vous rappelle qu'entre 7 et 10 anniversaires Update, il y a eu quand même un certain nombre de releases chez Microsoft. Pourtant, ceux qui sont sous Windows 7 le visent très bien. Ils ne sont pas. Parce que l'OS est effectivement mature et il répond à leurs besoins. Tout comme Windows XP, il y a encore plein de gens sur Windows XP et ça marche. Notamment l'entreprise. C'est ça le pire. Pour autant, on ne peut pas vraiment dire que Microsoft ait abandonné sa stratégie de l'ordinateur hybride, avec à côté le PC et l'écran tactile. Et là, il y a quand même une avancée importante pour aller dans ce sens-là et dans cette voie-là. Julien, c'est l'arrivée d'un utilitaire dans cette mise à jour de Windows 10, l'application Windows Ink. Tu peux nous en parler, Julien? Oui, alors c'est plus qu'une application, puisqu'en fait c'est un ensemble d'API et d'intégration dans l'OS. Et finalement, Windows Ink, qu'est-ce que c'est? C'est des outils pour permettre, notamment en tablette Surface, d'utiliser au mieux leur stylet. On peut prendre rapidement des notes, faire des croquis, on peut rapidement transformer effectivement ce qu'on a noté sur un pense-bête en rendez-vous ou etc. Et ce qui est intéressant, c'est que les outils de dessin dans la fameuse règle virtuelle, je ne sais pas si tu as prévu la vidéo, qui permet de dessiner des traits droits sur son écran, etc., sont ouverts et disponibles pour des applications tierces, notamment Adobe qui avait annoncé lors du keynote Microsoft qu'il allait utiliser ces outils, puisque ça fait sens pour ces logiciels professionnels de type Illustrator ou InDesign, on imagine, on verra s'ils l'utilisent. Ce qui est intéressant, c'est que cette intégration de Windows Ink, alors le downside, c'est que finalement ça concerne la niche de la niche, parce que les utilisateurs qui ont un stylet et qui s'en servent sur Surface se comptent sur les doigts d'une main. Donc Microsoft là parle à une audience très réduite. Mais en revanche, ce qui est intéressant, c'est que Microsoft fait un petit peu comme Apple, à savoir qu'ils se servent de leur plateforme matérielle et de leur spécificité pour des développements logiciels qui vont leur servir qu'à eux. Parce qu'aujourd'hui, si tu regardes bien le marché, des hybrides avec stylet, hormis Surface, pas beaucoup.
Là, Gonzague, on voit une franche rupture entre la stratégie de Microsoft et celle d'Apple. Hein. Si on veut avoir du tactile, si on veut dessiner avec un stylet du côté d'Apple, il faut un chez iPad Apple, Pro, il faut un iPad Pro et son stylet, qui sont quand même d'ailleurs plutôt coûteux. Ouais. Tandis que chez Microsoft, je trouve qu'ils ont réussi à allier le meilleur des deux mondes. Alors, ça me surprend moi-même de dire ça, mais l'interface de Windows 10 est bien faite à la fois pour les tablettes, notamment les leurs, mais aussi celles des autres marques, pour le Surface Book, qui est un très beau produit, et aussi pour les PC fixes. Bon, alors, il leur reste à fixer leur petit problème de panneau de configuration qui existe dans un mode simple avec des jolies icônes et le panneau de configuration à l'ancienne, mais c'est pas mal. Ouais. Ça t'inspire quoi, Rodrigo? On ne t'a pas entendu sur ce sujet des interfaces. On voit vraiment une vraie différence. On va y revenir dans un instant, mais c'est vrai que voilà, il y a aujourd'hui une vraie différence entre Microsoft et Apple hein, sur ce point-là. Je pense qu'on s'en fout un peu parce que la vraie interface qu'on utilise, c'est le browser, et c'est le même browser des deux côtés. C'est les outils bureautiques et c'est les mêmes des deux côtés. Donc si la question c'est de savoir si le petit bouton pour fermer la fenêtre il est rouge avec un petit rond ou alors c'est un carré à droite. Non mais ça va au-delà Rodrigo, hein. C'est vraiment la stratégie de l'ordinateur hybride. Hein. Microsoft y croit, Apple dit qu'en gros on est obligé de faire un compromis avec un ordinateur hybride. Il vaut mieux avoir une tablette évidemment à part et un ordinateur, ça n'a pas le même coût évidemment. Je me promène, tu sais, dans mon sac partout avec à la fois ma tablette et mon ordi, j'en ai pas le même usage. J'utilise la tablette pour lire, pas pour produire, j'utilise l'ordinateur pour produire. Je ne suis pas convaincu du mariage entre les deux. J'ai essayé les iPad Pro, c'est pas agréable, c'est pas confortable, c'est pas forcément le bon système d'exploitation, iOS, pour se faire. Mais c'est parce que c'est un OS de smartphone. C'est avoir deux écrans séparés, donc je suis circonspect. Tu sais, comme tu sais, moi j'utilise un système hybride un petit peu compliqué, j'utilise mon iPad avec mon Mac en deuxième écran, en utilisant une appli qui s'appelle Duet. Ouais. J'ai quelque part un de deux mondes, je peux utiliser mon doigt si je veux sur. Comme quoi on peut faire un Mac tactile grâce à l'iPad Pro et Duet. Ça, c'est ce que j'utilise. Et ça montre aussi peut-être qu'il y a un marché pour un ordinateur portable avec différents écrans qu'on pourrait glisser derrière Je mets très peu les écrans LCD. En fait. Ouais. C'est pas mon usage. Pour conclure sur le registre des interfaces et des nouvelles fonctionnalités, en termes d'interface, peu d'évolution du côté de macOS Sierra Gonzague. Une petite évolution qui a été héritée justement de l'iPad Pro et d'iOS sur iPad. C'est une fonction de picture, une picture d'image dans l'image. Tout à fait. Alors sur l'iPad, c'est extrêmement pratique de pouvoir mettre une vidéo en petit et de continuer à surfer, tweeter, faire des mails ou autre chose. Sur le Mac, c'est désormais possible, mais c'est compatible avec très peu de sites en natif. Il faut tricher pour le faire sur YouTube. Oui, il y a Vimeo qui fait ça aujourd'hui. YouTube et Dailymotion, c'est pas géré. Non, Vimeo, c'est pas la majorité des vidéos regardées dans le monde. On peut tricher en utilisant CTRL et double-clic sur YouTube, notamment pour faire afficher un menu qui affiche en intégration. Ouais, donc en gros, on peut, comme sur l'iPad, regarder une vidéo tout en travaillant, tapant du texte. Mais bon, sur le Mac, on peut déjà redimensionner les fenêtres. Donc cette fonction-là était moins urgente que sur un iPad. Oui, il y a quand même une volonté, on le voit timide chez Apple, d'uniformiser les commandes, d'uniformiser l'esprit en tout cas entre iOS et il me semble que sur le store pour télécharger la dernière version de macOS, l'un des premiers bullet points, c'est de dire retrouver les fonctionnalités d'iOS sur votre Mac. Oui, c'est ça. Hein. Et aujourd'hui, il y a plus d'utilisateurs d'iOS dans le monde qu'utilisateurs de macOS, donc c'est un argument intéressant. Donc voilà, il y a quand même une volonté de réunir les deux mondes, même si ça ne se traduit pas dans les faits en termes de fonctionnalité, en termes marketing, en tout cas, ils essayent de le faire. Avant de passer aux questions de la semaine avec Fanny, un petit rappel, avec le concours Crucial. Cette semaine, Crucial, notre partenaire, vous offre un disque SSD MX300 d'une capacité, regardez, de 750 Go, mais également disponible en 4 hausses de capacité, donc en tout, il y en a 5. Ce modèle a gagné une valeur de 180 € pour remplacer le vieux disque dur de votre Mac et booster ses performances. Vraiment, on vous encourage, si vous en avez encore la possibilité, de changer, de virer le disque mécanique à plateau de votre Mac pour un disque SSD. Vous n'allez pas reconnaître votre ordinateur, vous n'avez pas besoin d'en changer une fois que vous aurez mis un SSD tout neuf. Surtout, c'est la dernière génération et ça va vachement vite. À l'occasion de ces 20 ans, Crucial vous propose également un bon plan pour faire des économies. En vous connectant sur le site crucial.fr, vous avez en ce moment moins 20% sur une sélection de RAM, aussi bien pour PC que pour Mac, et moins 20 € sur les SSD MX300 d'une capacité de 1 Tera et de 2 Tera, donc profitez-en. Attention, tout ça c'est sur www.crucial.fr et c'est jusqu'à
uniquement jusqu'au 22 septembre. Il faut faire très vite lors de la mise en ligne de cette émission. Vous avez quoi? Une journée, pas plus, voire un soir pour profiter de ces bonnes affaires. Merci à Crucial. On passe tout de suite à la mi-temps de Fanny et les questions sur Twitter. Fanny, qu'est-ce que tu as comme question cette semaine? Alors j'ai deux questions intéressantes. Il y en a une qui parle de la Watch. Il voudrait savoir si depuis la mise à jour sur l'OS 3, la batterie se déchargeait aussi vite chez nous que chez lui. Parce que pour lui, ça dure beaucoup moins longtemps finalement. Moi, j'ai pas vu tellement de différence. Je dirais aller légèrement plus sur la version 1, mais toi qui as une série 2. Non, alors actuellement, j'utilise la série 1. Ça se décharge aussi un peu plus vite. Un peu plus vite, ouais. C'est assez bizarre d'ailleurs. Mais bon, peut-être parce qu'il y a plus d'applications toujours en mémoire. Il y a plus de vitesse aussi, surtout. Donc, au moins, on peut utiliser WatchOS, qui est déjà bien. Voilà, Apple avait le pied sur le frein avec la première version d'Apple Watch parce qu'il voulait absolument optimiser l'autonomie. Il a bien compris que la priorité, c'était maintenant la performance. La force, la vitesse. Et on perd par contre en autonomie. On va revenir en détail sur WatchOS 3, sur l'Apple Watch série 2. La semaine prochaine, on va tailler une émission spécialement sur mesure autour de l'Apple Watch, bien sûr. On va la tester et puis on va la comparer avec l'état de l'art du marché. On va essayer de la comparer avec les différents concurrents aujourd'hui disponibles. Donc rendez-vous la semaine prochaine. Autre question, Fanny? Alors une deuxième question, c'est finalement entre la dernière version et sous macOS et la dernière version de Windows, quelle a été l'évolution? Laquelle des deux a eu le plus d'évolution avec sa version précédente? Allez, on va laisser la parole à Julien. On peut dire qu'il y a match nul là-dessus, parce qu'il n'y a pas vraiment beaucoup d'évolution d'une année sur l'autre. Après, il y a des choses dans les fonderies qu'on ne voit pas forcément, hein, mais bon. Ouais, sur macOS Sierra, clairement, de mon sentiment, vous me corrigerez, j'ai pas eu pas assez de temps pour l'utiliser, Okay. mais j'ai l'impression que la seule nouveauté, c'est Siri. Globalement, la nouveauté qu'on peut retenir. Sur l'anniversary update côté Windows 10, je retiendrai quand même les nouveautés autour de Microsoft Edge. On n'en a pas nécessairement parlé, le navigateur Le Internet. navigateur, c'est vrai que personne ne l'utilise, c'est aussi pour ça. Mais vas-y, continue. Mais ce navigateur Internet que Microsoft a entièrement refait parce que Internet Explorer ne répondait plus aux attentes ou aux besoins des utilisateurs, a évolué dans l'anniversary update, notamment pour enfin supporter les plugins, ce qu'on ne pouvait pas sur la version précédente. Donc oui, avec l'anniversary update, on peut enfin surfer sur Microsoft Edge avec AdBlock, avec ce genre d'extension, ce qu'on ne pouvait pas faire précédemment. C'est une vraie nouveauté, c'est relativement important. Par contre, est-ce qu'il n'était pas déjà trop tard pour Microsoft, puisqu'ils ont perdu à peu près tous les nouveaux utilisateurs de Microsoft Edge dans les 6 premiers mois de disponibilité de Windows 10? Ça, c'est une autre question. Ouais, c'est vrai que du côté de macOS Sierra, on l'a dit, hein, il n'y a pas énormément d'avancées. Et c'est vrai qu'on arrive un petit peu, ils ont du mal un peu à exploser le plafond de verre, hein, je dirais. On espère qu'une révolution va arriver et permettra vraiment de tout changer. On espère aussi une révolution en termes de matériel. On espère un Apple Event bientôt. On va en parler tout de suite dans le Buzomètre avec Fanny. Fanny, quelles sont les rumeurs qui ont le plus buzzé sur Internet autour d'Apple cette semaine? Alors écoute, cette semaine, c'est l'iPhone 8 en céramique, parce que beaucoup se posent la question de savoir, comme il y a une Apple Watch en céramique, est-ce que Apple maîtrise enfin cette technologie et pourrait l'appliquer au iPhone? Ouais, on en a parlé la semaine dernière avec Gonzague et avec Julien notamment. L'avantage de la céramique, en tout cas, c'est que ça permettrait d'avoir moins de difficultés à propager les ondes comme a pu avoir Apple et tous les fabricants de smartphones avec l'aluminium. Ça ne fait pas l'effet cage de Faraday que peuvent avoir certaines autres matières. Par contre, c'est plus lourd, donc c'est un peu un problème. Donc ça pourrait expliquer en tout cas le long changement de design de cette année. On verra l'année prochaine si l'iPhone sera en céramique. En tout cas, le coût semble plus important. Il n'y a qu'à voir le prix de l'Apple Watch céramique édition, près de 1 500 €. Ouch. Fanny. Alors la deuxième rumeur, ce serait la disparition des ports jack sur les MacBook Pro. D'ailleurs, Apple, a priori, a lancé un petit sondage pour savoir si ça gêne beaucoup les utilisateurs. Mais on sait qu'en général, quand ils enlèvent sur un produit, et c'est le cas du iPhone 7, ils enchaînent sur le reste des gammes. On va voir si ça nous poserait problème pour faire un refait le max en port jack sur nos MacBook Pro, ne fût-ce que pour le son. Autre rumeur, Fanny. Alors, en 3, c'est le projet Titan. Le Titan, projet des voitures. Voilà, exactement. On a vu que Apple avait l'air de se désengager beaucoup de ce projet. Ouais, c'est le New York Times qui est sorti. En tout cas, ils ont l'air de changer la façon dont ils veulent l'aborder, puisqu'à une époque, il était dit qu'ils voulaient faire leur propre voiture, et maintenant, ils feraient peut-être juste des composants. Ouais, de l'embarquer, comme on dit. Donc, c'est le New York Times qui a sorti cette info il y a quelques semaines, donc effectivement. C'est là que je ne comprends pas. CarPlay, c'est pas déjà de l'embarquer?
Ouais, mais là, enfin bon, on y sera plus dans quelques pas mois. composant. Est-ce qu'ils auront le même succès C'est du avec software. une voiture, l'embarquer pour la voiture qui se pilote intelligemment que CarPlay? Parce que si c'est le cas, c'est pas gagné d'avance. Allez, 4e rumeur, Fanny. La 4e rumeur, c'est de nouveau MacBook Pro, sans blague. On désespère, hein. On espérait l'avoir au mois de septembre. On peut espérer un Apple Event le mois prochain, un Back to the Mac avec de nouveaux MacBook Pro. Il y a urgence, hein. On espère. Avec du Thunderbolt 3. Ouais. Et en 5e et dernière rumeur, de nouveaux moniteurs Thunderbolt. Ouais. Et là, on n'a mis qu'une seule étoile parce qu'a priori, on n'y croit pas trop pour tout de suite. Hein. Ouais, mais ça aurait du sens puisqu'ils ont un iMac qui est 5K et actuellement très peu de moniteurs pour l'accompagner. Oui, mais il faudra du Thunderbolt 3 généralisé et voilà. Et je vois plus ça arriver avec un Mac Pro. Et le Mac Pro, je ne le vois pas arriver tout de suite. Hein. C'est peut-être 1500 jours qu'on va attendre avant de voir arriver un Mac Pro pour rebondir. 4, tu peux tricher un peu avec 2 câbles mini DisplayPort, mais c'est vrai que ce serait mieux avec un seul. Allez, on revient sur le sujet du jour, à savoir macOS Sierra face à Windows 10. On l'a dit, Apple ne croit pas au PC hybride, à l'ordinateur hybride. Il préfère privilégier la possibilité de passer d'un appareil à l'autre, surtout si c'est l'appareil de la même marque. Grâce à cette solution de synchro qui sont de plus en plus poussées, Gonzague, de génération en génération. C'est la fameuse fonction continuité. Et on a vu d'année après année qu'il est possible de répondre à ses SMS, à ses appels, à ses FaceTime, la fonction on-off, synchroniser ses signes Safari. Alors, quid cette année? Quelles sont les dernières avancées en matière de continuité chez Apple? Alors maintenant, on a un presse-papier, on appelle ça encore comme ça, même si finalement, virtuellement, ça n'a plus trop de sens, qui est synchrone, donc synchronisé entre l'iPad, l'iPhone et nos ordinateurs sous macOS. Donc c'est-à-dire, si tu fais copier-coller d'une photo sur ton ordinateur, tu vas pouvoir la coller dans ton iPhone, iPad, etc. Ou sur d'autres ordinateurs, c'était un deuxième Mac. Hein. Voilà, exactement. Idem pour du texte. Donc on continue cette démarche qui vise à permettre de basculer facilement d'une plateforme à l'autre. Par exemple, quand tu es en train de regarder une page dans Safari sur ton iPad, tu peux aussi continuer à la regarder ou à la lire sur ton ordinateur. C'est assez logique en matière de... Ça, c'est une fonction vraiment pratique qu'on attendait depuis longtemps, Rodrigo. Cette possibilité de passer, quand on travaille ou d'un univers à l'autre, on copie un document, on le retrouve sur son iPad. Ça manquait. Copier-coller, tu t'envoies un mail, copier-coller, tu mets dans Evernote. Oui, mais maintenant, c'est intégré nativement. Tu mets dans Notes, c'est sympa, c'est un petit gimmick, c'est sympa, c'est une feature. Ils ont dû remarquer que les gens s'envoyaient des textes par iMessage. Moi, c'est ce que je fais quand j'ai envie de faire passer quelque chose d'un appareil à l'autre pour aller vite. Plus personne ne parle d'AirDrop, hein, la fonction sans fil. Non, pourtant ça marche très bien. Écoute, ça dépend. Quand tu es en vacances, tu prends des photos avec quelqu'un d'autre et tu partages, c'est super rapide, ça marche nickel. Ouais, ça marche très bien entre iPhone, entre Mac et iPhone, Mac et iPad, c'est parfois un peu plus compliqué. Tout dépend de la génération de ton ordinateur et la qualité de ton réseau Wi-Fi. Mais passons. Autre avancée très intéressante, j'ai trouvé peut-être l'avancée la plus intéressante de cette, moi que je garderai de macOS Sierra, c'est les avancées concernant iCloud Drive. Donc un utilisateur d'un Mac peut enfin partager son bureau s'il a des documents posés sur son bureau avec un autre Mac, si on a un deuxième Mac, si on a un portable et un iMac, voire avec son iPad ou son iPhone. Leur sorte de système de fichiers virtuels évolue et alors aussi. C'est un concept très ancien, ce dont on parle. Excuse-moi. Dropbox. Même avant, macOS 9 faisait ça, hein, déjà. C'est lancé il y a 10 ans, un peu plus même, le terme Atawad. C'était anytime, anywhere, any device. Et c'est vrai qu'on a tous, on a maintenant 3 à 4 écrans tout le temps avec nous. On a une tablette, on a un ordinateur dans notre bureau, on a un téléphone, on a peut-être une montre, on a peut-être. Voilà, donc on a 4 ou 5 écrans. Et effectivement, on travaille de manière indifférenciée avec tous les outils dans le cloud, aujourd'hui suivant les différents écrans. Donc c'est un petit peu fastidieux de ne pas retrouver ces documents, de ne pas retrouver ces settings, de ne pas retrouver ces applications. On doit pouvoir se dire, tiens, je me connecte à tout le temps. Donc, les dernières versions de Sierra, d'iOS 10 et tout ça, c'est des petits gimmicks qui font que cette intégration est de plus en plus simple. Il y a des solutions pour le faire, depuis très longtemps. On a des add-ons, des applis, des programmes pour le faire. Mais le fait que ce soit intégré, c'est bien. Dans l'absolu, c'est bien. Dans le détail, on s'en fout. Dans l'absolu global, c'est bien. Il fallait disposer d'une infrastructure cloud pour le faire aussi, ce que n'avait pas forcément Apple. Par exemple, Evernote, qui était jusqu'à présent gratuit sur plein de devices, maintenant il te fait payer si tu utilises sur plus de 2 devices. Oui. Là, la prochaine étape peut-être. On compte bien que c'est la mouvance générale des avoir sur différents écrans, donc ils font payer pour utiliser plusieurs devices. C'est dommage. Dropbox, pareil, ils font payer un peu plus. Gmail, c'est gratuit, mais non, c'est pas trop mail, pour la tâche, ils te font payer. Donc on se rend compte bien que le business model est parti sur le cloud, sur tous ces services qui permettent.
faire. Ouais. On peut penser que la prochaine étape pour Apple, pour rebondir sur ce que tu disais Rodrigo, c'est que Apple propose une fonction de synchro également de sa sauvegarde Time Machine, qu'on ait un Time Machine sur le cloud. On voit aujourd'hui des iPhones ou des iPad Pro 256 Go. Donc sauvegarder 256 Go, c'est possible sur un cloud. Pourquoi pas un Mac? Une bonne connexion fibre pour ça. Si c'est au même tarif que le gigaoctet supplémentaire. Non, bah, ça permettra de faire baisser les tarifs. Oui, puis on le voit bien, parmi les fonctionnalités qu'ils mettent en avant sur macOS Sierra, il y en a deux. Une, c'est de rebalancer tous les mails anciens des attaches, et mettre tous les attaches dans le réseau et j'en ai que plus tard. Et puis une fonction d'optimisation de ton stockage local. On va en parler. Automatiquement, il balance tout sur le réseau. Donc tout se dépasse vers le réseau et ton écran, ta machine finalement n'est plus qu'un écran avec une interface. Ouais. Qu'il soit vocal, on a dit Siri, mais on devrait parler d'Alexa, d'Amazon, de Nana, un écran, une interface d'entrée. Ouais. On va s'en foutre, bientôt, on va totalement s'en foutre, que ce soit à la 6, à la 7, à la 8, à la 9, à la 10, à la 10, 11, à 12 de processeurs, de la taille de l'écran, machin. C'est juste une interface à ce qui est dans le cloud. Ouais, le gestionnaire d'espace disque, on va y revenir dans un instant, ce sera le dernier chapitre de cette émission, mais un petit mot peut-être avec Julien du côté de Microsoft. On a compris qu'il y avait une vraie différence de philosophie sur ce point entre Apple et Microsoft. D'un côté, un PC hybride, de l'autre, un Mac et un iPad et un iPhone est dans une relative continuité pour synchroniser ces données. Pourtant, il y avait une fonction qui est du côté de Microsoft qui permettait de synchroniser ces données, de répondre à des SMS. On a vu arriver des fonctions comme ça finalement, ça n'est jamais arrivé au final, dans la version finale de Windows 10. Tu peux revenir sur cet événement? Oui, alors elle a nuancé le propos. Elle a disparu pour les utilisateurs d'Android. De quoi il s'agissait exactement? C'était comme sur Mac? Il s'agissait de répondre et d'envoyer des SMS depuis ton smartphone via Windows. Donc en fait, ton smartphone Android allait relayer à ton système d'exploitation Windows les SMS que tu avais reçus et sur ton PC. Voilà, sans utiliser le clavier de ton iPhone. De ton téléphone. Tu utilisais le clavier de ton ordinateur, ta surface, etc. Donc ça, cette fonctionnalité qui était disponible dans les bêtas, et notamment via une preview de Skype, a été pour je ne sais quelle raison supprimée. Ouais. Elle demeure cependant pour les Windows mobiles. Les quelques utilisateurs de Windows mobile en France sont heureux d'en profiter, et je crois qu'ils en profitent. Donc il y a quand même une fonction de continuité quand même pour les utilisateurs de Windows 10 mobile, quoi, en gros. Oui, tout à fait. Pour Windows 10 mobile, tu as ces fonctions. Par contre, pour Android, c'était prévu. Ça a été finalement reporté à la prochaine mise à jour de Windows 10, qui est Redstone 2, et qui est attendue pour plus tard. Et quant aux utilisateurs d'iOS, alors eux, je veux dire que c'est une question d'API qu'Apple n'ouvre pas. Mais en tout cas, rien n'est prévu. Rien n'est prévu dans cette idée-là d'avoir une espèce de continuité sur son PC Windows. Allez, dernier chapitre de cette émission, on va s'intéresser au nouveau gestionnaire de disques qui est arrivé dans OS 10 justement. Allez, Gonzague, on va faire un petit gros plan sur le gestionnaire de disques, d'espace disque de macOS Sierra. C'était une grosse absence de la version précédente sur OS 10 El Capitan. Ils avaient enlevé plein de fonctions pour formater, pour faire du RAID, des choses comme ça. Ça, c'est de retour. Ça, c'est de retour. Et puis surtout, il y a des nouvelles fonctionnalités ça rappelle un petit peu Clean My Mac pour assainir son disque dur, pour l'alléger, pour classer ses fichiers. Et alors d'ailleurs, le système est censé faire ça tout seul, c'est-à-dire déplacer des fichiers qu'on n'utilise pas ou très peu souvent vers iCloud pour faire de la place sur les ordinateurs. C'est vrai qu'avec les SSD, on a de moins en moins d'espace sur ces ordinateurs, donc c'est pas bête de se dire on va déporter ce qui n'est pas utilisé par l'utilisateur. Et comme Rodrigo disait, on assiste de plus en plus à une machine où on a l'écran et le processeur avec nous et le stockage ailleurs. Oui, ne fût-ce qu'une fonction de suppression automatique de la corbeille au bout de 30 jours, il suffisait d'y penser. Hein. Moi, je suis tellement maniaque que la corbeille, de toute façon, je la vide dès que je l'ai remplie. Voilà. Et il te liste, effectivement, on peut voir sur cette capture d'écran, comme le fait très bien Clean My Mac, il analyse votre disque dur et il vous liste tous les fichiers qu'il considère comme trop volumineux ou inutiles, des vidéos que vous auriez oubliées dans un recoin de disque dur, etc., des podcasts, etc., et il vous propose de les effacer. Donc ça, c'est assez bien vu. Tu as l'équivalent pour conclure là-dessus en matière de gestion de fichiers et d'utilitaires de disque du côté de Windows 10, pardon, Julien? Oui et non. Il n'y a pas d'outils qui permettent de déplacer vers le cloud. Tu l'as pas nativement dans Windows, tu peux
peux certainement le trouver en termes de petits logiciels à installer. Par contre, ce qui est vrai, c'est que depuis Windows 8, et donc ça remonte quand même à 2012, Microsoft a largement pris le virage du cloud avec le fait que tu te connectes à ton Windows 10, Windows 8, avec un compte Microsoft, que tu peux retrouver tes réglages d'un PC à l'autre, que effectivement ton OneDrive est directement intégré et tu peux sauvegarder tes documents sur OneDrive. Par contre, pour la gestion un petit peu quotidienne de tes fichiers, tu as toujours quelques outils qui sont intégrés, qui sont bien cachés, mais rien d'aussi futé que le déplacement automatique vers un service de cloud. Et comme je le disais tout à l'heure, on sent vraiment qu'on débute quelque chose là autour de. Rodrigo l'a bien résumé, de cette volonté d'aller vers le cloud et d'alléger un maximum les données qui sont hébergées en local. Et on peut penser que la prochaine étape, effectivement, c'est proposer de la sauvegarde dans le cloud. On verra ça en juin prochain, lors de la prochaine WWDC. Voilà, on a essayé de résumer ce soir l'ensemble des avancées entre Windows 10 d'un côté et macOS Sierra. On passe maintenant au concours avec Crucial. Pour remporter un disque SSD Crucial MX300 d'une capacité de 750 Go, réponse D à cette question qui est assez simple. Combien de capacités de SSD Crucial MX300 sont en vente sur le site de Crucial? Répondez via Twitter, via le compte Crucial France, en utilisant l'hashtag 20 ans Crucial. Répondez via Twitter sur le compte @CrucialFrance en utilisant le hashtag #20 ans Crucial. Voilà, merci beaucoup la voix off, elle est épatante. Voilà, c'est une nouveauté de cette édition. On passe maintenant à vos coups de cœur. Allez, les coups de cœur, on commence tout de suite avec Fanny, honneur aux dames. Alors, moi j'ai 2 coups de cœur. Non, alors, le premier c'est la photo. Ah, tu n'as pas été le chercher loin, hein? Non, j'ai pas été loin. Très original, Fanny. Non, pour 2 raisons. La Pourquoi? première, Elle donne c'est l'heure. qu'elle va enfin sous l'eau. C'est quand même super important. Tu peux faire la vaisselle. L'été, c'est fini là. Dans quelques jours, c'est l'automne. Oui. En plus, l'autre, tu pouvais déjà ne dis l'utiliser pas. en faisant la vaisselle. Ouais, mais elle faisait pas la vaisselle avant. Non, Elle est obligée de la faire elle maintenant. l'a fait bien. Bon, d'accord. Non, mais combien de fois t'es rentré avec ton Apple Watch sous la douche et tu te dis je l'ai pas enlevé. Mais c'est pas grave, elle résistait bien. Ouais. Ça ne m'est jamais arrivé. Julien, il a un Microsoft Band et il se douche pas. Donc ça s'est jamais De toute façon, passé. les éditeurs de PC ne se douchent pas, c'est bien connu. La deuxième raison, Ouais. c'est que même si je suis un peu déçue, ce n'est pas encore à jour, je vais pouvoir me balader juste avec ma montre pour faire mes pas dans Pokémon Go et avoir plus de bonbons pour mes Pokémon. Donc voilà, t'as Saoule plus avec besoin. ça. Ouais, elle est accro à Pokémon. Hein. Là, dès que l'émission va se terminer, elle va faire le tour de 42. Elle va aller chercher les Pokémon, elle va aller réveiller les pauvres étudiants qui sont en pleine période de piscine, hein, où ils ont quelques heures pour dormir. Et je vous posterai des photos de la piscine, je vous dis pas le délire. Voilà. Et la deuxième. Ah, t'as 2 coups de cœur, bah, Ouais, aussi. non, mais Soyons fous. je suis Aussi. super contente d'avoir pris le mat, le noir mat, sachez-le. Oui, pourquoi hein? Et ben, il est très beau en version Dark Vador noir de G. Tiens, le mien. Voilà. Ouais. Sauf que Moi, je l'ai protégé avec une Voilà, housse. il a mis une coque parce que pendant le briefing, je l'ai pris en main et je venais de me Ça sert à quoi d'avoir une coque Et ça fait- d'une coque ou d'une autre, enfin d'un téléphone d'une couleur ou d'une autre, si t'as une coque avec? Même avec la coque, il est déjà regarde la sale. regarde la trace dès que tu touches, c'est infernal. Oui, mais il est beau. Voilà. Il est beau, mais il est alors que là, tu peux l'utiliser toute la journée. Il n'y a pas de traces dessus. Hein. Non, mais Et en il particulier vient- pour les filles avec le fond de teint, c'est radical. Ouais. Le noir de G, il emprunte, il fait une belle empreinte du fond de teint. Donc ton deuxième coup de cœur, c'était l'iPhone 7. C'est pas l'iPhone 7, c'est le noir mat. de Le noir l'iPhone mat. Bon, encore faut-il pouvoir en trouver parce que vraiment c'est un peu compliqué en ce moment. De ton côté, Gonzague, quel est ton coup de cœur? Mon ce coup de soir cœur, ça s'appelle Félix. C'est une application de transport. Chaque semaine, je vais maintenant vous parler d'une application Oui, de transport. il vient d'une manière différente chaque semaine. Exactement. Comment éviter le métro Et avec aujourd'hui, des je suis venu avec Félix. Félix, c'est quoi? C'est un système de chauffeurs avec des scooters électriques. Donc là, je suis venu sur un petit scooter BMW électrique. Bon, il vaut, ça va. il vaut 15 000 euros. Ouais. Vachement C'est bien. le Ça Uber marche, du comme, scooter, ça en marche fait. comme Uber, mais en scooter. Donc on va quand même beaucoup plus vite. C'est-à-dire que si j'avais pris Uber, je serais tombé dans les bouchons, ce qui est arrivé à Fanny la dernière fois. Ouais. Et là, moi, je suis arrivé dénonce en pas ces petits 15 camarades. minutes. Et alors, Ça coûte cher Ça coûte un peu plus cher, comme c'est un peu comme les taxis moto, c'est un petit budget. que les taxis Là, moto, c'est cher, la hein. course depuis Boulevard Haussmann, qui n'est pas si loin que ça, coûtait 13 €. Mais service nickel. Ouais. Je tiens à dire que ça vient de la promo de la Major HEC, la Major Digitale, dans laquelle j'enseignais cette année. Voilà, il y a C'est des parti étudiants des qui ont petits, beaucoup de chance cette année. Merci Gonzague. De ton côté, Julien, quel est ton coup de cœur? Alors, mon coup de cœur, ce n'est pas un produit ni. Oh si, on peut appeler ça aussi un produit, mais c'est les marketeurs qui appellent ça un produit. Mais je t'écoute.
oui, mais en général, c'est assez souvent des produits qu'on aime. Mais là, en l'occurrence, c'est plutôt un métier qu'on aime ou un média qu'on aime. Et en l'occurrence, on sait que les modèles de la presse sur Internet sont attaqués dans leur rentabilité. Ce qui est intéressant, c'est que depuis quelques semaines, s'est lancée une nouvelle initiative qui s'appelle la presse libre, qui vise à regrouper plusieurs médias indépendants et à vous permettre en un seul clic de vous abonner à ces médias. Des médias qui, on l'espère, pensent au lecteur avant de penser à d'autres choses peut-être moins glorieuses. Et donc, tout simplement, vous pouvez vous abonner à Next Impact, à sur Image, Gamecult récemment, ou très bientôt No Life, avec un abonnement qui vous, bien sûr, s'empêchera ou vous privera plutôt de la publicité, puisqu'il n'y aura pas de publicité pour les abonnés, tout simplement. Voilà, et donc c'est les lecteurs qui payent l'information et on revient aux sources finalement du Tout à fait, on revient aux journalisme. sources du modèle de la presse à papa, on va dire. Voilà, la presse papier, je te remercie. La presse à papier, merci. Merci Julien. Rodrigo, de ton côté, ton ou tes coups de cœur? Vu qu'on parle de mise à jour de Sierra, de macOS Sierra, moi je me rends compte que j'aime bien avoir toutes les applications à jour. Donc il y a des gens qui se disent quand je la lance, vous avez plein d'applications que vous ne lancez jamais, mais quand je la lance, elle me dit mettez à jour. Moi j'aime bien que ce soit toujours à jour. Donc pour faire ça, moi j'utilise macupdate.com qui me donne un petit truc qui s'installe dans la barre. Et ça vous permet de regarder très régulièrement, si vous êtes un petit peu obsédé compulsif comme moi, quelle appli a besoin d'être mise à jour. Donc je la lance, je la mets à jour et je me sens beaucoup mieux après. Ça, c'était le premier coup de cœur, Rodrigo. Le second coup de cœur. Ah, mon deuxième coup de cœur. Je me dis, on parle de conneries absolues dans les mises à jour de macOS. Ça fait plaisir, merci Rodrigo. Non, mais sérieux quoi, c'est déloquer son truc, c'est une feature. Alors qu'il y a des outils qu'on utilise tous les jours, qui eux auraient besoin d'être passés non pas en V2, non pas en V3, mais en V8, depuis le temps que j'utilise. Par exemple, MailApp. Parce que je ne sais pas si vous utilisez Mail pour faire vos mails sur Apple, mais moi, comme j'ai 8 comptes mail, je donne ça. C'est pas des trous plus. Oui. Je peux pas. Je peux pas. Non, tu peux plus, c'est différent. Non, regarde, j'ai des boutons là. Et Alors. donc, j'ai trouvé une boîte allemande qui a rajouté tellement de fonctionnalités à Mail que je peux quasiment plus en passer. Ça s'appelle Mail Butler. Je ne sais pas si vous connaissez. Non. Le Mail Butler, ça vous fait plein de trucs. Par exemple, quand vous envoyez un mail, vous pouvez paramétrer de l'envoyer que dans 30 secondes, par exemple. Ça te laisse le temps de réfléchir et d'annuler le mail, c'est ça? Ça fait un undo. Ou alors, ça veut dire envoyez-le dans 5 heures. Très bien. Ou dans 3 jours. Ou encore, ça te permet de dire tiens, je reçois un mail, je vais le snoozer, il va revenir dans 3 heures ou dans 2 jours. D'accord. Ou par exemple, il y a des tonnes de fonctionnalités, il y en a une bonne trentaine. C'est très très pratique. Moi, j'aime bien. Mail Butler pour mail. Enfin, on a un appli de mail qui sert à quelque chose. Combien? C'est cher? C'est gratuit. Ah bah alors. Bah ouais. Et c'est en freemium. Donc, si vous utilisez plus que 30 fois par mois certaines des fonctionnalités, vous pouvez passer sur l'étape d'après, voir l'étape d'après. Non, c'est gratuit. T'as pris des actions, Rodrigo? Macupdate, non, toujours pas, je pas investi, tu vois. Et Macupdate, c'est pareil, c'est en freemium. Donc, en version de base, ça marche. Et si tu veux qu'il te mette à jour automatiquement, c'est payant. Merci Rodrigo. Maintenant, c'est la troisième. Ah mince, j'ai essayé, mais ça n'a pas marché. Ouais, non. T'as vu, Non, hein? mais juste pour scanner la sortie d'Opéra, vous savez, ce browser qui est maintenant installé sur à peu près tout sauf votre Mac. Ouais. On peut l'installer sur votre Mac. Et Enfin. parce qu'il vient avec un VPN gratuit, ils ont acheté une boîte l'an dernier. Et donc, ça permet de vous connecter en masquant votre identité ou en faisant croire que vous êtes dans un autre pays. Ce qui est très très pratique pour voir des émissions de télé aux États-Unis ou en Angleterre. Ou en France quand on n'est pas en France. Ouais, ça c'est la version la plus légale, l'usage le plus légal que tu peux décrire, bien entendu, Opéra, donc sur OS 10. Bah ouais, après tu peux faire du streaming, tu peux faire du... Tu peux appeler la police en faisant croire qu'il y a un attentat en cours dans une église. C'est bien du plaisir. Non, mais par exemple, en Espagne, le téléchargement de films est autorisé. Ah bon? Ben ouais. Bon, on va aller s'installer en Une Espagne. vacances peut-être alors. Waouh, ça va bien joué Julien. De mon côté, mon coup de cœur, si c'est à mon tour, hein, c'est une imprimante. Regardez cette petite imprimante, elle est signée Fujifilm. C'est une imprimante Wi-Fi qui fonctionne avec une application sur votre iPhone ou votre téléphone sous Android. Il n'y a pas Windows Phone, hein, Julien, je suis désolé. Ça s'appelle Fujifilm Instax Share SP2, ça vaut quand même 200 €. Mais l'originalité de cette imprimante, pourquoi 200 €? D'abord, il y a une batterie. C'est qu'elle imprime pas sur du papier normal, elle imprime sur des vrais
photo instantanée façon Polaroid. Fujifilm fait un carton avec l'Instax Mini, hein, c'est une mini Polaroid, notamment chez les plus jeunes qui font un carton. Là, c'est la version numérique. En clair, vous imprimez vos photos qui sont stockées sur l'iPhone, donc plutôt des photos que vous pouvez choisir. Vous pouvez imposer des petits films, des petits filtres façon Instagram. Vous pouvez inscrire des petits messages en dessous, imprimés comme il faut. Et voilà, vous pouvez en imprimer autant que vous voulez. Il suffit d'appuyer sur le bouton. Si ça marche, on va voir. Et ben voilà, oui, ça sort normalement au bout de quelques secondes. Regardez. Évidemment, le revers de la médaille, c'est que c'est des vraies photos façon feu Polaroid. Et ça a un coût près d'1 euro la photo, mais c'est très sympa. On attend une trentaine. Voilà, et on attend une trentaine de secondes. Et en fait, le numérique devient de l'argentique. Je trouve ça assez sympathique. L'Instax Share SP de 200 €. Voilà, on triche et en fait, ça donne ça. Regardez, vous voyez, mon fils à la maison. On est très fiers de regarder son papa en train de présenter un refait le Mac, ils sont fous réellement et c'est formidable. Voilà, je trouvais ça sympa. C'est vrai que le prix est un petit peu élevé, mais j'espère que ça va pouvoir baisser. Mais c'est vrai que ça cartonne en ce moment, ces petits. À une centaine d'euros, ça ferait un beau cadeau. Ouais, mais on va voir pour Noël s'ils vont nous faire des prix. Voilà, nous sommes arrivés au terme de ce 238e épisode d'On refait le Mac. Merci de l'avoir suivi. Vous retrouvez chaque semaine ou presque Gonzague dans cette émission. Tu reviens la semaine prochaine, Gonzague? Je sais pas, si le sujet est intéressant, peut-être. On va parler de l'Apple Watch. Alors je reviens. 2. Voilà, tu en as une, moi j'en ai pas encore, donc j'aurais un peu besoin de toi. Fanny, on va se débrouiller, Rodrigo. Fanny? Bah moi je serai là sûrement, oui. Bon, Rodrigo, on peut compter sur toi? La semaine prochaine, je suis à Tel Aviv, donc non. Oh bah écoute, pauvre garçon, écoute, tu nous enverras plein de pensées positives. Je vais travailler, moi, tu te souviens, tu me présentes rapidement, mais j'ai un vrai métier qui est investisseur, et donc je pense que ça va. Il faut investir au bord de la mer, tu as bien raison. Et je suis que 4 jours, mon agenda est un peu busy. Bon, ben oui, mais c'est bien aussi d'avoir un métier où on peut profiter un petit peu de la vie, et moi j'encourage à ça. Julien, on essaie de se reparler la semaine prochaine et on comparera un petit peu l'Apple Watch à la Microsoft Cup Band. J'ai essayé la 2, là, donc je suis en train de la tester, d'ailleurs il y aura un test bientôt sur Public, et je pense que j'aurai des choses à dire, donc avec grand plaisir on se retrouve la semaine prochaine. Bon, quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine, soyez au rendez-vous, on parle de l'Apple Watch, et puis on donnera les résultats du concours cette semaine. À la semaine prochaine, au revoir.